Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Tout est bon dans le son, l'émission des classifications à la con. Aujourd'hui on va aborder la musique bruitiste ou music noise. Le sujet étant plutôt vaste, nous allons voir les grands points autour de la esthétique noise, du genre noise ainsi que quelques dérivés. Du coup, préparez vos oreilles, aujourd'hui ça va piquer un petit peu. Alright, we're getting ready. We're getting moving. We got some new stuff tonight. Yeah! Whoa. Alors qu'est-ce que c'est que la noise ? La musique bruitiste trouve ses racines au début du XXe siècle. De manière générale, le terme musique bruitiste ou music noise peut être utilisé pour décrire les courants de musique avant-gardiste ou l'art sonore qui utilisent des éléments musicaux comme la cacophonie, la tonalité, la dissonance, les bruits, l'improvisation, la répétition ou bien la rythmie. Paul Hegarty, auteur de Noise Music A History, définit la noise à plusieurs reprises comme étant intrusive, non voulue, étant la preuve d'un manque d'expérience et de technique, non appropriée et vide. Les racines esthétiques et politiques de la noise proviennent du dadaïsme dans sa recherche de l'anti-esthétisme, ainsi que dans le futurisme pour sa manifestation agressive et spontanée que les noiseux appliquent en submergeant leur audience dans un chaos sonore. On parle rarement positivement du mouvement noise, ou en tout cas à première écoute, il n'est que très rarement couvert d'éloges. On entendra d'ailleurs à la première écoute d'une musique bruitiste par un non-initié la célèbre phrase « c'est pas de la musique ce truc, c'est que du bruit, c'est que de la merde ». Musique, bruit, merde, autre chose, c'est ce que nous allons voir par la suite. Décrire comment jouer de la musique noise est plutôt compliqué. Le problème est que chaque musicien de noise exploite le bruit à sa manière. Dans le cas du noise rock, hybride entre le rock et le bruitisme, c'est déjà plus simple. On prend une formation musicale classique, guitare, basse, batterie. Ils peuvent alors plaquer des accords dissonants, jouer sur des accordages qui sonnent faux ou bien utiliser des objets du quotidien pour frapper l'instrument ou le transformer avec, par exemple, une batte de baseball, un tournevis, qui viennent percuter ou s'insérer dans les cordes de guitare. Les musiciens peuvent aussi utiliser une série de pédales d'effet sur les instruments électriques pour produire des sons impossibles à obtenir autrement. Pour le cas de la noise en général, tout ce qui peut produire du bruit est un instrument possible. Ensuite, c'est la manière de jouer qui viendra définir si le jeu est noise. C'est souvent le cas quand, délibérément, l'artiste passe outre les notions de rythme et de mélodie et que sa performance repose sur une suite d'actions sonores qui pourraient paraître illogiques et accidentelles. La musique noise peut contenir de la distorsion, des générateurs de bruit, acoustiques comme électriques, des signaux produits de manière aléatoire, ainsi que des instruments de musique non conventionnels. Elle peut aussi contenir des enregistrements manipulés durant la performance, du son statique, des sifflements, du bruit blanc, des larcènes, des bruits de moteur ou de machine, utiliser de logiciels de création de bruit, des instruments de musique ou des jouets électriques court-circuités, des voix non mélodiques, etc. Dans la noise, au revoir les structures de la musique rock. Les couplets refrains disparaissent pour laisser place à une performance qui contiendra ou non une structure initiale, qui contiendra ou non une intro et une fin. Cependant, la musique noise n'est pas nécessairement violente ou dissonante. Elle n'est pas forcément poussée à un volume extrême et peut même être très relaxante. Faisons un bref historique. On peut remonter à la fin du 19e siècle en Occident pour dater les premières expérimentations électroniques ou de travail sur le bruit chez des inventeurs comme Elisha Gray, Thaddeus Cahill ou bien des artistes comme Luigi Russolo ou Edgar Varese.
Mais l'année de naissance du bruitisme est fixée en 1913 à la sortie du manifeste Arte dei Rumori de Luigi Russolo. Selon Paul Hegarty, Russolo cherche à appréhender le bruit, la musique mais aussi la prestation musicale. Selon Hegarty encore, Russolo prédisait que la société deviendrait une société auditive et ouverte aux changements proposés par les avant-gardes du futurisme. Pour lui, le futurisme développait l'idée que l'avant-garde agirait comme un phare révolutionnaire, exposant la vérité jusqu'ici cachée des yeux des opprimés. Pour Russolo, le bruit est la vie, l'avenir, le travail, mais aussi un présent qui ne cesse d'arriver et de se dissiper. À cette même période, au début du XXe siècle, des performances artistiques incluant du matériel urbain ou de bureaux comme ressources musicales se font avec par exemple le ballet Parade de Erik Satie, où l'on peut entendre des machines à écrire, des dynamos ou des sirènes. Des artistes dada font aussi leurs expériences avec le son, notamment Marcel Duchamp et son ready-made à bruit secret. Bien d'autres artistes produisent des œuvres proto-industrielles comme Velimir Klebnikov ou bien Arseny Avramov avec Symphony of Factory Sirens, ainsi que Georges Antey et son ballet mécanique. Dans les années 40 apparaît la musique concrète et la musique électronique qui développe un peu plus la musique expérimentale avec les travaux de Pierre Schaeffer, Pierre Henry, Otto Luening ou Eliane Radig. La musique savante est alors en plein boom avec les travaux de compositeurs comme Joseph Tal, Boulez, John Cage, Stockhausen qui collaborent et font des performances en Amérique, en Europe et en Asie. En 1944, Ali Meldab, compositeur égyptien, écrit et joue Tabir Alzar, première pièce de musique expérimentale sur le sol africain. Dans les années 50, les musiciens de jazz avant-gardistes, notamment Ornette Coleman, Cecil Taylor ou John Coltrane, se lancent dans la création d'un courant de jazz difficilement récupérable par la classe dominante et créent alors le free jazz qui déstructure totalement le rythme, n'hésitant pas à rajouter du bruit et pratiquant la cacophonie. Le free jazz, poussé dans sa cacophonie la plus extrême, peut d'ailleurs être considéré comme un prototype d'explosion sonique qui donnera la harsh noise d'aujourd'hui. Selon Hegarty, c'est John Cage qui lancera la musique bruitiste en 1952 à proprement parler avec son œuvre 4 minutes 33, qui laisse son auditoire dans un silence de 4 minutes et 33 secondes, l'œuvre en elle-même étant le bruit que peut faire le public durant un si long moment de silence. Cette œuvre d'ailleurs cherche à prouver que le silence absolu n'existe pas, car il y a toujours le bruit du corps humain qui est entendu par les oreilles. Puis dans les années 60 se forme un mouvement international nommé le Fluxus, qui remet en question toute la notion d'art en cherchant à créer de l'anti-art, de la distraction artistique. Le mouvement se voulant transdisciplinaire, ce sont surtout John Cage et son travail sur le silence, et la montée Young et ses drones, mais aussi Yasunao Tone ou encore Takehisa Kuzogi, musiciens pré-bruitistes asiatiques qui apporteront du grain à moudre sur la réflexion autour de l'art et de la musique. La musique populaire s'empare du bruit à partir des années 60. Pet Sounds des Beach Boys introduit des sons de chiens, de canettes. Tomorrow Never Knows des Beatles contient de la bande sonore inversée, et les Stooges noient le garage rock dans la distorsion. Puis sort le premier album du Velvet Underground. Au même moment, au Japon sévit un groupe bruitiste dont on parlera plus en détail dans une autre chronique, les Release Dénudés. Selon Jeffrey Terrich, fondateur du magazine Troublezine, le mouvement noise rock naît avec le Velvet Underground. À la fin des années 60, le groupe adopte une approche confrontationnelle de la musique, incorporant des éléments de free jazz, des Larsen et énormément de distorsion. Terrich écrivait sur le Velvet Underground qu'il existait pour faire remuer les choses, pour secouer les gens de leur transe habituelle et les bousculer d'une manière artistique et positive. Lou Reed, du Velvet Underground, récidive dans la confrontation musicale en sortant en 75 Metal Machine Music qui fera déclic pour beaucoup de musiciens orientés vers du bruit pur. La douce introduction du bruit dans la musique populaire durant les années 70, mais aussi le mouvement éphémère No Wave et la vague industrielle, influenceront les groupes des années 80, notamment Sonic Youth, Butthole Surfers, Big Black, les Australiens Birthday Party et les Japonais Boredoms, créant une scène noise rock internationale au son très différent. Les dissonances sont alors furieuses et exploitent toutes sortes de techniques pour produire des bruits. Il faut comprendre que tout un champ de pratique s'ouvre alors. On exploite les instruments déjà existants de manière détournée en frappant les guitares, rajoutant du plomb sur les cordes, en introduisant des percussions rudimentaires. Les pédales d'effet sont surexploitées, notamment la réverbération et la distorsion, qui seront la base de mouvements bruitistes rock comme le shoegaze.
Cependant, une structure musicale pop, rock, voire rock progressif reste encore en place. C'est cette conservation du rythme et de la mélodie qui permettra un certain essor à ces expériences musicales, alors que la musique noise pure reste très confidentielle. La musique noise, elle, malgré son internationalité, reste américaine mais surtout japonaise et sud-coréenne. Un terme est d'ailleurs utilisé pour parler de la scène bruitiste japonaise et qui ne semble pas toujours plaire aux principaux intéressés, japanoïdes. Ce terme est plutôt péjoratif pour les musiciens noise japonais car cela laisserait penser qu'il n'y a qu'une unique scène au son très spécifique qui viendrait du Japon alors que non. Le bruitisme japonais est exceptionnellement éclectique. De plus, ce terme limiterait fortement la scène noise asiatique à la scène japonaise, alors que l'Asie en général a été le continent le plus productif du genre. Fin des années 70, au Japon, le groupe Ijo Kaidan, le musicien Merzbow, le chanteur Keiji Aino, pousse le volume sonore à l'extrême. Inspiré par des groupes comme Borbet Magus, Elliot Sharp, John Zorn ou les performeurs machinistes du Survival Research Laboratories, ils utilisent du bruit blanc poussé à fort volume, des boucles de Larsen, des voix hurlées ainsi que des bandes sonores torturées pour produire un bruit pur, total. Étant très prolifiques de leur technique et leur rendu, les œuvres sorties de leurs improvisations sont très variées et leurs performances, pour repousser les limites du son, vont parfois très loin. Anatarash, groupe de musique bruitiste japonais composé de Yamantaka Ai des Boredoms et de Mitsuru Tabata du groupe Senijeva, fait partie de ces jusqu'au boutistes du son. Durant leurs performances, ils vont utiliser des objets fabriqués pour faire du bruit, utiliser des bidons, des étagères, des perceuses, voire même des pelleteuses sur scène. Leurs concerts sont bien évidemment très périlleux, autant pour eux que pour le public. Yamantaka Ai se serait coupé la jambe avec une scie circulaire durant un des concerts. Pareil pour le groupe Ijo Kaidan qui joue de la cacophonie de Larsen, hurle et monte à très haut volume du bruit blanc tout en aspergeant la scène de peinture ou en urinant dessus directement. Mais le Japon n'est pas l'unique contrée à avoir connu une expansion de la scène noise, même si très inspirée par les noise-jeux japonais et par la scène américaine, une véritable scène noise indépendante, non académique, voit le jour dans des pays tels que la Turquie, avec des groupes comme Nilüfer Ormani, Uktu Tavil, 2/5 BZ, ou bien en Israël avec Herzliya Broadwell String Sextet, Joseph Kopolovic, ou encore en Chine à Hong Kong avec Torturing Nurse ou Orgasm Denial et bien d'autres dans d'autres pays. Voilà pour le bref historique, passons maintenant à quelques sous-genres de la noise. Évidemment, la noise possède ses sous-genres. Le truc avec la noise et son côté avant-gardiste est qu'il s'en mêle et se fusionne avec d'autres genres musicaux comme le noise hop, le noise rock, le glitch, et prend l'allure d'une esthétique sonore, d'un méta-genre. On va voir ce que ça donne juste pour l'esthétique, pour l'instant. On a déjà vu le noise hop dans la chronique sur la musique hip-hop et la musique industrielle, je ne reviendrai pas dessus. Passons sur le sous-genre de la noise le plus connu, le noise rock. Héritier du mouvement No Wave et Noise, le noise rock est définissable par sa dissonance, ses Larsen, ses guitares distordues, ses batteries au rythme brisé. Mais il faut noter que le noise rock emploie des structures musicales, des rythmes et des mélodies reconnaissables qui évitent le décrochement de l'auditeur non initié. Le noise rock est sans doute le mouvement intégrant du bruit le plus populaire et le plus accessible, et est une bonne entrée en matière si on veut s'initier au bruit. Les groupes les plus populaires sont Sonic Youth, Lightning Bolt, Boredoms, Shellac. Ce genre musical ayant beaucoup évolué et s'étant étendu à l'international, il existe des centaines de groupes mélangeant noise et structure rock. Notamment en France, où la nouvelle vague musicale a en commun cette volonté d'introduire le bruit avec des formations rock ou punk comme Plaisir, Pneu, Drive with a Dead Girl, ou même dans une certaine mesure Grégal Dur ou Noir Boy Genre. Le noise rock ayant une longue histoire et une influence importante sur la musique, créera lui aussi quelques sous-genres dont le suivant, le shoegaze. Shoegazing, ou le shoegaze, est un sous-genre musical du noise rock et du rock alternatif ayant émergé à la fin des années 80 au Royaume-Uni avec des groupes comme Lush, Ride, My Bloody Valentine, Medicine ou Slowdive. Ce courant musical, oscillant entre structure punk, pop ou folk, possède une esthétique unique à base de guitares fortement distordues et réverbérées et accompagnée de nombreux effets, d'une rythmique bien souvent mise en retrait et de voix douces et éthérées.
Début 90, suite au succès du grunge et du rock alternatif, la scène shoegaze se fait plus discrète malgré la sortie de l'album Loveless de My Bloody Valentine, qui deviendra le fer de lance de l'esthétique shoegaze. Ce n'est que 10 ans plus tard, début 2000, qu'une nouvelle vague shoegaze émerge appelée New Gaze, fortement inspirée par l'album Loveless de My Bloody Valentine, avec des groupes comme No Age, Japan Droids, The Go Team, Dopamine, ou bien en France avec Alceste ou Hamster. Le bruit, au-delà de son esthétique, dans la musique peut être utilisé pour affecter le résultat final d'une œuvre, c'est-à-dire son esthétique globale. Cette esthétique noisy a un nom, c'est le Lo-Fi pour Low Fidelity. Nous allons voir ça brièvement. Le Lo-Fi, ou basse fidélité, est un critère esthétique qui se retrouve dans l'enregistrement d'une œuvre musicale. En gros, est considéré Lo-Fi un enregistrement délibérément ou non de mauvaise qualité pour l'époque où l'enregistrement a été produit. Le son de l'enregistrement est souvent brouillon, avec un mixage approximatif, avec parfois des bruits un peu ronflants. Et cette esthétique, bien que plus courante dans la musique garage, punk et noise rock, peut s'apposer à tous les genres musicaux sans exception. Le terme apparaît à la fin des années 80, notamment avec la démocratisation des enregistreurs multipistes à cassette qui permettent d'enregistrer sur un support physique avec très peu de moyens. Cette esthétique est du coup très affiliée avec l'attitude do-it-yourself et celle du low budget. Quelques musiciens seront considérés comme fondateurs de l'esthétique lo-fi, notamment Daniel Johnston, mais aussi R. Stevie Moore. D'autres groupes prendront la tête du mouvement lo-fi comme Pavement, Sebado ou bien Guided by Voices. Cette esthétique, si elle est parfois imposée comme une contrainte liée au manque de budget, est parfois recherchée volontairement car possédant un grain esthétique nostalgique mais portant aussi un message politique. Les artistes pratiquant le lo-fi s'opposent contre la volonté d'uniformiser le son et s'opposent aussi contre rendre la musique volontairement plaisante à l'écoute. Pour eux, il faut de la résistance et de l'aléatoire qui viendra subjuguer le son initial d'une œuvre. Le son lo-fi signale d'ailleurs souvent que les artistes sont autoproduits et adhèrent donc à des valeurs que l'on retrouve essentiellement dans l'attitude do-it-yourself et anticapitaliste. Le bruit a alors dans ce cas une fonction de valeur ajoutée sur une musique qui peut être totalement académique ou totalement avant-gardiste. Revenons vers des sous-genres inspirés par la noise. Le drone. Le drone est sans doute le courant le plus soft mais aussi le plus lourd de la noise. C'est une musique essentiellement composée de nappes lourdes, jouant le même accord sur une longue durée. Le son y est écrasant et très fort, assez neutre et possède très peu de variations harmoniques. Le groupe le plus connu dans ce genre est Sun Ho, mais on retrouve des travaux similaires chez Kraftwerk, chez Lamont Young, chez Coil, House of Love Culture, etc. La dark ambiante. Dans les sous-genres de l'ambiante, la dark ambiante est le courant le plus angoissant. Sous-genre que l'on peut parfois entendre au cinéma ou dans les jeux vidéo pour créer une atmosphère glauque et malaisante, la dark ambiante se compose souvent de bruits et de nappes dissonantes, lentes. C'est une musique qui peut vraiment mettre mal à l'aise et créer une sensation de claustrophobie quand bien réalisée. On y retrouve souvent des drones, des nappes musicales lentes, des bruits de machines, des résonances. Ce sous-genre apparaît à la fin des années 80 via la scène industrielle et noise. On y retrouve des artistes comme Ali Odai, Cycle of Krone, Akira Yamaoka ou Will Nofio. Le Power Electronics. Le Power Electronics vient du courant de musique industrielle. Très proche du courant Harsh Noise, il comporte parfois des rythmes, parfois de la voix sursaturée et hurlante, ainsi que des samples, voire simplement des instruments pouvant créer du bruit assez strident. Même si particulièrement bazardeux, le Power Electronics reste plus structuré que la musique bruitiste pure qu'on va voir juste après. On y trouve des groupes comme Worried ou Pharmacon. Le Power Electronics conserve une imagerie inspirée par la musique industrielle, avec son lot de représentations fascistes, et il est parfois difficile de faire le tri entre l'ironie et le sérieux de certains groupes. La Harsh Noise. La harsh noise veut dire bruit abrasif et porte très bien son nom. C'est une musique qui pousse à l'extrême le bruit pouvant être produit. Le but est de produire la musique la plus dissonante et la plus amusicale possible. Tous les moyens sont bons. Dans le genre, on retrouve des artistes comme Merzbow, Violent Ensign Geisha, Skullflower, Orgasm Denial. Le courant harsh noise a aussi un dérivé appelé harsh noise wall, qui lui, contrairement à l'harsh noise, est plus statique. On prend un bruit très désagréable et on le fait durer très longtemps, comme une fusion entre la harsh noise et le drone. Du bruit qui semble bête et méchant. Et pourtant, le cas de la harsh noise est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît à première écoute. Si la musique académique respecte la note, le rythme et la structure,
alors le bruit est synonyme d'avant-garde. La harsh noise insiste sur le dépassement du genre noise en allant le plus loin possible, mais aussi le dépassement de la musique en général en la déformant. Si le bruit est l'avant-garde, que peut bien devenir l'avant-garde une fois que l'on a poussé le bruit au maximum de ses retranchements? Que devient la relation entre le bruit et l'avant-garde si le bruit fusionne aussi avec des genres plus académiques comme le rock ou le hip-hop? Le courant harsh noise est ce que l'on pourrait considérer comme étant du bruit poussé jusqu'à ses limites, le courant musical ultime dans la déconstruction du rythme et de la mélodie. La harsh noise explore des aspects de nos émotions, de nos idées, de nos égos et notre sexualité que la musique standardisée n'arrive pas à atteindre, et c'est bien un des pouvoirs de ce genre. Le bruit pur possède un fort pouvoir de domination et fait ressurgir des états qui ne sont accessibles que par ce type de domination. Chacun y réagit selon son degré d'initiation et en son rapport à la domination. La noise, surtout au moment de ses découvertes, soumet son auditeur aux règles de l'artiste. Soit l'auditeur se soumet pleinement aux structures de sa noise, soit l'auditeur cherchera au plus vite le bouton off de son lecteur audio. Alors pourquoi s'infliger ça ? La noise en tant que genre musical à part entière est difficile à expliquer et à appréhender. Ce sous-genre est vaste et varié tellement qu'il est difficile de conseiller un artiste en particulier sur lequel faire ses dents, ni même un single qui pourrait servir de point de référence. Cela laisse à l'auditeur qui cherche à s'initier la dure tâche de mettre du sens dans le chaos sonore dans lequel il va se plonger sans bouée à laquelle s'accrocher. Malgré tout, certains noms reviennent et semblent pouvoir être considérés comme des points d'entrée nécessaires à la compréhension du genre. On peut penser notamment à Masami Akita, plus connu sous le nom de Merzbow. Ayant une discographie frôlant les 300 albums studio et voyageant dans tous les recoins de l'avant-garde et de la noise, l'artiste japonais est un passage quasi obligé dont l'œuvre peut servir d'introduction. Je vous conseille personnellement l'album Merzbeat, puis Dharma pour vous lancer en douceur, puis Vénéralogie pour les plus téméraires. Écouter le morceau Promotion Man de Merzbeat peut être un bon début et pour une raison évidente que l'on a vue avec la musique industrielle. Ce morceau a une ligne de batterie mais surtout un rythme. Se mettre à écouter de la noise est un challenge compliqué et l'absence de rythme peut déstabiliser énormément. La noise porte en elle un cri primal, brutal. Le bruit est également un miroir de notre société de plus en plus violente, bruyante et rapide. Certains chercheront à s'en libérer en rugissant à leur tour, d'autres en se plongeant dans l'isolationnisme des vibrations de la drone musique, ou encore, pour contrer le matraquage de la musique pop des médias de masse, ils se mettront à écouter du bruit. Pour une personne qui n'écoute pas de noise, il n'est pas forcément évident de comprendre ce qui pourrait donner du plaisir dans l'écoute d'une musique pareille. Mais même chez les auditeurs réguliers de musique noise, il est plutôt compliqué de répondre à la question. Cependant, voilà ce que l'on peut comprendre via les témoignages que l'on peut glaner sur internet. La noise est un réservoir à sonorité totalement inédite. Il y a une forme de satisfaction à découvrir des bruits, des sons inconnus, parfois dérangeants, parfois surprenants, des fois ahurissants, qui nous font nous apprendre des choses sur nous-mêmes et notre ressenti lors de l'écoute. Certains écoutent la musique bruitiste pour son côté totalement imprévisible. La harsh noise ne connaît pas les patterns habituels de la musique pop, voire même de la musique savante classique. Dans le cas de la harsh noise, il n'y a plus rien à quoi s'accrocher. Il est à noter que la performance live peut renforcer l'imprévisibilité de la noise pour une raison simple qui est que la musique bruitiste se fait avec un équipement détourné voire spécifique à ce courant. La manière d'utiliser les instruments, les tables de mixage et pédales d'effet participent de manière importante sur la perception, donc rend forcément la musique beaucoup plus déstabilisante, car impossible de comprendre l'action effectuée. D'autres écoutent la musique bruitiste mais seulement celle mélangée dans un autre genre musical, car ils aiment surtout l'entendre avec une mélodie et voir comment la musique se mélange au bruit, ce que les deux esthétiques s'apportent mutuellement. Certains aiment écouter de la harsh noise car ils aiment se faire submerger par le bruit, au lieu de se battre contre le bruit, se rendre totalement à lui pour flotter dans le son et vivre une expérience d'écoute totale. Dans l'oubli de la technique musicale, du rythme, dans l'imprévu complet, le relâchement est libérateur et au final procure une sensation de relaxation à l'écoute du bruit, même le plus abrasif. Et ce son, puissant, primal et terrible, résonne avec ce qui réside au fond de soi, la solitude, la rage, le non-dit. La harsh noise et la noise en général sont capables de rendre compte du désespoir et ont un pouvoir cathartique via leur brutalité et leur lâcher-prise totale, tant pour l'auditeur que l'artiste. D'autres écoutent la harsh noise pour les questions que cette musique soulève, notamment sur la perception de la musique, le jugement et l'évolution de la musique. Enfin, certains écoutent de la harsh noise très fort, tout simplement pour emmerder leurs voisins ou casser une soirée. Cependant, un moyen facile de comprendre le pourquoi de la noise est de l'expérimenter. Jouer de la harsh noise, en plus de ne pas être si compliqué que ça à mettre en place, aide à comprendre la vie d'un son et la transformation du son.
Jouer de la harsh noise au casque, découvrir et triturer la matière sonore, chercher les sonorités intéressantes ou relaxantes, crée un lien presque intime avec la noise. En devenant auteur d'expériences sonores, on donne un sens supplémentaire à la noise, celui que l'on veut bien lui donner. Comme chaque fois que l'on se retrouve en présence du bruit, la musicalité n'est pas absente, on doit juste constater que quelque chose se produit au lieu de la musique. Si, comme le dit Claude Debussy, la musique commence là où la parole est impuissante à exprimer, alors le courant noise prouve que le bruit peut être de la musique. D'ailleurs, la noise crée du potentiel musical. Là où les conventions musicales mettent des barrières habituellement, la noise les perce pour aller plus loin et est d'ailleurs maintenant un atout crucial pour créer ou trouver de nouvelles directions ou aller s'exprimer musicalement. La noise a été très importante pour le développement de la musique populaire, notamment le rock et la musique électro. Le bruit s'immisce dans les amplificateurs des guitares électriques et la distorsion naît. Des pédales d'effet sont construites pour déformer les notes, toujours plus pour diversifier les sons en piochant dans les bruits. Les artistes du courant noise créeront des instruments de musique comme la Mood Swinger de Yuri Landman, ou monteront des entreprises d'instruments à bruit comme Electrofaustus ou Error Instrument, lanceront des pratiques comme le circuit bending, trouveront de nombreuses manières de modifier les instruments à cordes. D'ailleurs, je conseille à tous les guitaristes la lecture et l'écoute de Nice Noise de Bart Hopkins et Yuri Landman, tout est dans la description. Selon Jonah Lehrer, ce qui serait en grande partie responsable de nos sensations face à la musique, ce serait l'expérience. Notre corps déterminerait en grande partie notre manière d'entendre les notes, mais ce sont notre corps et la culture qui nous permettraient d'entendre la musique au lieu d'un bruit. De la chanson calibrée radio à l'œuvre avant-gardiste de 3 heures, les créations sonores nous prépareraient à l'écoute de certains motifs, schémas qui, avec le temps, se graveraient dans notre cerveau. Ce serait une fois ces motifs assimilés que nous deviendrions plus sensibles aux variations de ces motifs. La musique fonctionnerait en nous incitant à faire des prédictions et enfin en nous confrontant à nos erreurs de prédiction. Le musicologue Leonard Meyer, dans le livre Emotion and Meaning in Music, analyse le 5e mouvement du quatuor à cordes en do dièse mineur op 131 de Beethoven. Meyer voulait prouver comment la perception musicale est définie avec nos attentes en schémas musicaux. Selon Meyer, c'est la tension créée dans l'expression de la musique, par exemple, en retardant l'arrivée d'un accord qui devrait logiquement être joué, que l'on retrouve l'émotion musicale. Il explique que dans l'œuvre de Beethoven étudiée, le compositeur invoque puis ignore des schémas musicaux qui font travailler le cerveau, qui s'attend au retour toujours repoussé d'un de ces schémas musicaux ignorés. La noise serait alors un renouveau constant, imprévisible, appelant à créer une tension et jouer avec les émotions musicales. Et la noise maintenant alors. La noise est partout, il suffit juste d'y porter attention. Elle se trouve dans la rue quand votre ville est en travaux, chez vous quand vous effectuez un mouvement, mais aussi dans les films pour créer une tension dans une scène pour illustrer la perte de repères. On le retrouve aussi de manière assez récurrente dans les défilés de mode, dans des performances théâtrales, dans le buto. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de retrouver de la musique industrielle ou de la noise dans des performances artistiques à caractère érotique, comme dans le BDSM ou bien le shibari. L'art circule, inspire, évolue. De prime abord, la musique bruitiste japonaise et américaine actuelle a une influence évidente sur les scènes noise des autres pays. Toutefois, depuis une dizaine d'années, certaines scènes qui se sont suffisamment développées ou commencent à arriver à maturité se détachent du giron culturel japonais et euro-américain afin de se réinscrire dans un contexte local au sein de ce mouvement global. De la Corée du Sud à l'Algérie, en passant par les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam, Singapour, le Liban, Israël, le Ghana, l'Égypte ou l'Afrique du Sud, on retrouve désormais de nombreux musiciens et musiciennes, voire des scènes noise au sein desquelles les artistes s'approprient une identité résolument moderne qui n'est plus tournée vers l'Occident ou le Japon. Malgré son caractère confidentiel, la musique noise trouve sa place dans de nombreux festivals partout dans le monde. D'ailleurs, ceux-ci utilisent rarement le terme noise et préfèrent des termes comme sound ou contemporary music. Ces nouvelles scènes internationales ont en commun la volonté de promouvoir la musique contemporaine, expérimentale, improvisée, bruitiste et démontrer qu'une identité régionale propre à la musique contemporaine est possible et qu'une réappropriation de la musique traditionnelle au sein de la musique expérimentale est une chose faisable, rendant envisageable une nouvelle forme d'art liée à une culture locale. La scène n'est pas le seul marqueur de l'évolution bruitiste de la musique. On peut voir l'acceptation généralisée d'entendre des bruits dans la musique à travers des revues comme The Wire ou Noise. Il prône un modèle de noise avant-gardiste, mais pas trop, plutôt porté vers l'indépendant. Ce phénomène grandissant apporte sans doute bonnes choses, notamment la diffusion d'un genre particulièrement restreint, mais aussi peut poser problème.
Avec l'arrivée d'un effet de mode sur le penchant pop et rock de la musique bruitiste, la notion de bruit perd de sa fusion avec l'avant-garde. Le terme noise est alors utilisé comme raccourci pour parler de nouvelles tentatives d'assimilation des bruits dans la musique aux conventions convenues. Parfois même le terme noise est utilisé dans des noms de festivals ou le nom d'une entreprise, mais qui ne propose pas un contenu avant-gardiste porté sur le bruitisme. Le mot noise se transforme en synonyme de cool. Le terme noise perd donc de sa signification expérimentale pour devenir un terme à la mode. Pour conclure, autant le rock, le punk, la musique industrielle transportent un message porté par de nombreux acteurs de ce mouvement, autant la noise ne porte aucun message. La noise est stupide, ne vaut rien, est incohérente. La noise est un objet totalement vide de sens, sans pour autant n'être composé de rien, et c'est ça qui fait aussi sa force. Chacun y trouve ce qu'il veut. C'est l'utilisateur qui trouve du sens aux objets qui l'entourent. L'objet, lui, reste un objet. La noise peut être produite par un débutant noiseux qui fait pour lui une musique qui n'a aucun sens ou message. L'auditeur en trouvera lui s'il le désire. Bien sûr, tous les artistes noise ne font pas du bruit juste pour faire du bruit. Certains placent un langage dans leur noise, des structures, des motifs. Ce langage utilisé par les noiseux est différent pour chaque noiseux, contrairement aux conventions rock, jazz, pop et hip-hop qui restent les mêmes pour chaque musicien arpentant ces genres. Si l'on trouve des règles d'usage dans la guitare rock, des techniques de jeu qui peuvent être comparées et mises en compétition, dans la noise ça n'existe pas. Il n'y a pas de niveau ni de classement technique faisable. L'histoire de la noise est une succession d'accidents intentionnels et non intentionnels. Certains musiciens noise érudits de la science de la fluidité du son sont capables de produire intentionnellement des accidents. Sinon, le reste de la noise n'est produite que de manière accidentelle. Le résultat de ces accidents intentionnels ou non reste le même, du bruit. Résultat qui rejoint les néophytes noiseux avec les techniciens du son. Son côté sans code, totalement libre d'interprétation et de jeu, en fait un genre particulièrement pratique à faire travailler, notamment dans l'art-thérapie, car très accessible. J'ai souvent entendu la remarque que l'artiste noise n'est pas légitime d'être un artiste car le rendu pourrait être fait par des enfants. Déjà la remarque en elle-même est critiquable. Si des artistes font de la noise facilement, d'autres se produisent avec énormément de réflexion sur le son changement et son parcours. Et au-delà de ça, tant mieux si des enfants peuvent faire ce genre de musique facilement. Tant mieux si avec peu d'expérience et aucune connaissance musicale, on peut trouver un moyen ludique de maîtriser le son. Tant mieux si cette facilité de production peut nous rapprocher entre contemporains. Une musique qui ne demande pas de compétences et qui peut être produite par des moyens simples et accessibles devrait être valorisée, surtout si elle permet d'apprendre sur le son et sur nous-mêmes. Les noiseux, par leur musique qui pousse à bout, qui nous confronte violemment à leur performance, nous rappellent quelque chose. Nous sommes humains. Nous avons des craintes, des espoirs et parfois des sentiments aussi qui ne peuvent s'exprimer dans le raffinement du conventionnel et du réfléchi. Les actes hasardeux, la domination sonique, sont des vecteurs d'émotions, sont une manière de s'exprimer. Et ces artistes ont une légitimité à s'appeler musiciens, car même dans la déconstruction, dans le chaos le plus total, on peut se projeter dans leur art et y trouver du sens. John Cage disait « Quand un bruit vous ennuie, écoutez-le. C'est à chacun d'accepter la musique pour ce qu'elle est, à chacun de trouver du son dans l'écoute, de s'émouvoir d'un son de la nature, du ronronnement d'un train au loin, et d'apprécier la vie éphémère d'un bruit dont les oreilles sont les seules témoins. »